le département de formation à distance de l'ENSG. Je suis également secrétaire, comme l'a dit Mine, d'une université numérique thématique française qui est l'université numérique ingénierie et technologie qui fédère une quarantaine d'écoles et de réseaux d'écoles d'ingénieurs. Et j'anime aussi depuis quelques années un groupe de travail de la conférence des grandes écoles, dont les ENSA font naturellement partie, qui se pose la question des stratégies numériques et des formations à distance donc dans les écoles de la CGE, qui fédère aujourd'hui la CGE 220 écoles d'ingénieurs et de management. Alors, Francesco et Mine m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ces conférences post-digitalism, c'est ça, hein, sur le numérique dans l'enseignement tout au long de la vie. Alors, enseignement tout au long de la vie correspond en général à la fois à la formation initiale et à la formation continue, appelée aussi formation professionnelle. Donc c'est tout l'enseignement qu'on peut avoir de 2 ans à l'âge de la retraite, hein, 70 ans et peut-être 75 pour vous dans quelques années. Alors si vous êtes prêts, si vous n'avez pas de questions préliminaires, préalables, on va démarrer. Alors je sais que certains de vos petits camarades vont arriver un peu plus tard, alors c'est ballot parce qu'ils vont rater ce petit jeu que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il est assez peu numérique. Je vais vous demander de réfléchir à la manière de pouvoir relier les 9 points rouges par 4 traits, hein, mais sans lever le crayon. On voit bien qu'en levant le crayon, avec 3 traits, ça suffit, hein, il y a plusieurs solutions. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Je vais faire silence, une quinzaine, une trentaine de secondes. Et puis ceux qui ont trouvé, alors ceux qui connaissent déjà la réponse, je vous demande de la garder pour vous. Et puis les autres, vous réfléchissez. On peut croiser les traits, vous. Oui, sur un même point, oui. C'est-à-dire qu'on peut croiser les traits, y compris sur un point. Alors, c'est pas très fatigant comme jeu, normalement, c'est assez simple, c'est assez peu numérique. Pour les pros de la PS4 ou autres, s'il y en a dans la salle, vous allez trouver ça extrêmement ringard. Mais est-ce que quelqu'un a la solution ? Tu la connais ? La solution n'est pas très intéressante en tant que telle, c'est les commentaires qu'on peut faire autour de la solution. On n'accorde aucun délai supplémentaire. On passe à la suite. Alors j'ai entendu quelque chose d'intéressant là-bas, monsieur en bleu. Oui, il faut sortir du cadre, oui. La solution, c'est souvent à l'extérieur. Mais c'est pas facile de sortir du cadre. Encore sur un petit jeu comme ça, vous voyez, déjà, c'est pas facile. Alors dans la vraie vie, c'est encore plus compliqué. Alors, on va passer à la solution. Bon, ça passe pas exactement sur les points, mais c'est pas facile sur PowerPoint. Hein. Vous pouvez imaginer que la solution est en dehors du cadre, donc il y a bien 1, 2, 3, 4 traits qui relient tout. Cet exercice est intéressant, et vous pouvez vous en souvenir. Moi, je l'ai fait il y a 30 ans, cet exercice, il n'est pas très moderne, il est donc très connu. Et c'est intéressant quand même de se souvenir que globalement, quand on pose un problème, souvent, on va chercher des solutions dans ce qu'on connaît déjà et on a du mal à sortir du cadre et donc on a du mal à trouver la bonne solution, enfin la solution quand il y en a une. Donc, la conférence que je vais faire cet après-midi sur l'enseignement et le numérique de l'enseignement, eh bien, va utiliser cette capacité à sortir du cadre. Parce que forcément, l'enseignement, vous connaissez. Vous avez déjà, a priori, une bonne vingtaine d'années, et donc derrière vous, à peu près autant d'années de scolarité, n'est-ce pas? Donc l'enseignement, vous connaissez, et comment imaginer un enseignement différent sans se caler sur ce que vous connaissez déjà? Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Voilà, c'est un petit jeu, vous pouvez le reposer à vos amis dans les soirées pour animer un petit peu les discussions. Alors, la formation. Former de manière classique. Je vais être très rapide sur ce transparent. Si on voit la formation comme un moteur, en entrée, donc sur le côté ici, on a des étudiants qui ont toujours un prérequis.
La seule fois où il n'y a pas un prérequis, c'est lorsque vous entrez en maternelle à l'âge de 2 ou 3 ans. Là, et encore, il y a peut-être des prérequis. Je ne suis pas un spécialiste de ce niveau de formation. Et le moteur produit en sortie des étudiants formés et diplômés. Parce que la formation n'est pas un objectif. En soi, c'est un moyen pour trouver un bon job et trouver sa place dans la société. Or, la relation entre l'étudiant formé et l'employeur, derrière, passe par la présentation d'un diplôme fort qui prouve, en quelque sorte, que vous avez un certain nombre de compétences. Sur les deux autres côtés du rectangle, en haut, on a des contraintes. Eh bien, effectivement, il y a une offre formation qui existe. Aujourd'hui, vous êtes dans quel cycle de formation, vous ? Master ? Dans un master ER, quoi, dans le LMD, quoi, c'est ça. Bon, très bien. Et cette offre, elle n'a pas toujours existé, elle existe aujourd'hui, vous en bénéficiez, et j'espère pour vous que vous allez, dans peu de temps, être des étudiants diplômés de ce master. Et bien sûr, on s'appuie sur des choses, pour mémoire, celles de classe, des enseignants, des livres, des bouquins, etc., des amphis, quelque chose de très classique. Et c'est donc ça, notre organisation de départ. Vous avez probablement, en tant qu'étudiant de Marne-la-Vallée, du PE ou dans l'école ici, utilisé des outils pour vous former par le numérique. Alors, le haut ne change pas. Il y a toujours des étudiants avec des prérequis, on forme toujours des étudiants avec des diplômes. La différence, c'est qu'on utilise le réseau Internet, du hardware, des enseignants tuteurs éventuellement, et puis une plateforme d'enseignement avec des ressources éducatives libres. Est-ce que certains d'entre vous ici ont déjà utilisé une plateforme de type Moodle ou non, personne ? Je croyais que le numérique était très présent dans les enseignements des architectes. Non ? C'est ballot. Parce qu'on va peut-être cacher, mais ça va être important à l'avenir quand même. Alors, donc ça, c'est ce qu'on peut, de manière très très résumée, dire former avec le numérique. C'est ce qui commence à exister un peu aujourd'hui, mollement. C'est pas très disruptif, avouons-le. Alors, le cadre de la présentation, quel est-il ? Aujourd'hui, un enfant commence la maternelle à 2 ans ou 3 ans, j'en sais rien, à peu près, et on sort à Bac+5 à 23 ans, ça sera à peu près votre cas. Cette période, vous l'avez vécue en suivant 99% de formation et à peu près 1% ou 1 à 2% de stage professionnel. C'est-à-dire que globalement, vous avez une vue très extérieure de ce qu'est la réalité professionnelle pour la plupart d'entre vous. C'est comme ça que ça se passe dans les écoles d'ingénieurs, j'imagine que c'est à peu près votre cas aussi. Oui ou non? On peut corriger d'un pouillème de %, c'est pas ce qui va changer la face du monde. Et ensuite, de 23 à 63 ans, ou 65, je sais pas, 70, 75, 80, eh bien, ça sera précisément l'inverse. Et notamment dans des métiers comme les vôtres, un architecte travaille dans un cabinet. Un cabinet, c'est pas comme former les agents d'un aéroport. Non, les agents d'aéroport, ils sont tous au même endroit, il y en a beaucoup, et c'est pas très difficile d'aller les former sur place. Les bureaux d'architectes, ils sont essaimés partout sur le territoire, composés de peu de personnes, et donc la formation tout au long de la vie est compliquée. Donc, on sait aujourd'hui, par ailleurs, que les actifs, comme vous, formés en 2017, à peu près, vont changer à peu près 4 fois de métier dans leur vie. Alors, c'est une moyenne qui n'a aucun sens pour une personne donnée, parce que peut-être certains d'entre vous feront le même métier toute leur vie, j'en doute, et d'autres changeront plus de 4 fois. Donc l'idée, et le problème posé, c'est comment favoriser et accompagner ces mobilités professionnelles par la formation, et dans ce cadre, est-ce que le numérique peut avoir un intérêt, une valeur, une plus-value ? Alors, on peut poser un diagnostic. Vous pouvez intervenir aussi pendant ma présentation si vous avez des questions sur des aspects particuliers. J'ai bien conscience que les slides que je vais vous présenter sont en partie incomplets, mais j'ai essayé de mettre en place les éléments les plus importants. On pourrait en revenir lors des questions sur d'autres aspects. Donc aujourd'hui, on est dans un dispositif formation initiale forte et une formation continue, formation tout au long de la vie faible. La somme des deux, formation professionnelle faible, la somme des deux faisant la formation tout au long de la vie. Donc il faut essayer de trouver des modalités pour un modèle plus équilibré. Pourquoi en diagnostic, la situation actuelle de la formation continue est-elle figée? Eh bien, d'abord, en les prenant à l'envers, je vais commencer par le quatrièmement. Ici,
il est difficile pour un agent en situation professionnelle, donc un architecte dans un cabinet par exemple, de savoir quelle est l'offre formation. Supposons que vous êtes un collaborateur d'un cabinet d'architectes à Brest, à Strasbourg, à Grenoble, à Mont-de-Marsan, etc. Et vous voulez savoir l'offre existante sur le BIM, par exemple. Une question comme ça qui peut arriver. Hein, voilà. Ben, si vous tapez sur Internet quelle est la prochaine formation qui va démarrer sur le BIM en langue française, ben, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de réponses, quoi. C'est-à-dire que l'organisation de la formation continue n'est pas au niveau de celle qui existe pour les vols d'avion, les billets de train, les chambres d'hôtel. Quand vous voulez un billet de train ou une voiture avec Blablacar, etc., vous pouvez avoir une réponse immédiate sur le net à la question que vous posez. Si vous posez une question de formation continue sur le net, vous n'avez pas de réponse. Donc ça, c'est un vrai souci. Les difficultés à s'informer. La lourdeur des protocoles d'inscription, je ne rentrerai pas là-dedans, ça ne vous intéresse pas aujourd'hui, mais c'est vraiment pas performant. Les coûts importants des dispositifs. Et puis, la difficulté à trouver la bonne réponse formation à sa demande, avec une forme d'individualisation. Individualisation au moment où on veut démarrer la formation, où on souhaite qu'elle soit terminée, avoir acquis les compétences. Et puis, voilà. En général, on a des formations peu ciblées, des formations moyennes qui ne satisfont à peu près personne. Le coût important de la formation, vous le savez, la formation tout au long de la vie, vous le savez, j'ai mis quand même un chiffre ici. Le chiffre d'affaires de la formation professionnelle en France, en 2014, le chiffre date un peu, mais bon, il est quand même indicatif, est de 14 milliards d'euros. D'accord, ça c'est le coût qui ne tient pas compte des salaires des personnes formées. Si on prend en compte le salaire des personnes en cours de formation, il passe à 20 milliards d'euros. Vous connaissez le budget de la France? Oh, c'est pas l'eau ça. Vous ne payez pas encore d'impôts? Donc vous n'y contribuez pas encore, c'est pour ça que ça ne vous intéresse pas, mais je vous rassure, ça va venir. C'est 2000 milliards d'euros. Bon, on est à peu près quand même sur 1% quand même, je dirais, du budget de la France en coût annuel de la formation continue. Donc c'est quand même un sujet important. Voilà. C'est un sujet d'autant plus important pour l'université et les grandes écoles, hein, que celles-ci, dans leur grande inorganisation, je suis filmé, bon, c'est ballot, ma carrière est donc morte. 3 ou 4% seulement sont captés par l'université et par les grandes écoles. Ce qui veut dire que le complément est récupéré par des officines de formation qui ne font pas de formation de très haut niveau parce que ce sont les universités et les écoles qui ont des labos de recherche. Et je reviendrai sur l'importance de la recherche dans le dispositif un peu plus tard. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près à un demi-milliard d'euros, un petit demi-milliard d'euros de formation professionnelle captée par les établissements d'enseignement supérieur, ce qui est très peu. Donc l'enjeu et la bonne utilisation du numérique dans la formation tout au long de la vie, c'est de modifier l'organisation actuelle de l'enseignement, évidemment, en favorisant une formation continue et professionnelle fluide. Alors, quelles sont les attentes? Alors, j'en ai cité un certain nombre, on pourrait en trouver d'autres. Il faut que la nouvelle organisation permette de réduire le délai entre l'expression des besoins de formation et la réalisation de cette formation. J'ai besoin d'être formé, j'ai besoin de former un de mes collaborateurs à Python, j'ai pas envie qu'il soit formé dans 4 ans. Hein. J'ai besoin qu'il soit formé dans les 2 mois si c'est quelqu'un qui a déjà des compétences de développement ou dans les 6 mois si c'est quelqu'un qui part de loin. Mais pas, voilà. Or, aujourd'hui, la formation tout au long de la vie, la formation continue, c'est souvent des réponses à plus d'1 an par rapport à l'expression des besoins. Les coûts de formation qui sont trop onéreux, le temps perdu, hein, entre les résultats de la recherche, donc là c'est le fruit des labos de recherche dans les universités et dans les écoles, et le moment où ces connaissances de recherche passent dans les parcours enseignement. C'est très très long et on doit réduire ces délais de manière drastique. On disait par le passé que quand on parlait des entreprises, les grosses bouffent les petites, aujourd'hui les rapides bouffent les lentes. Donc il y a une demande d'accélération des processus dans la formation liée aux fruits de la recherche, ce qui d'ailleurs, au passage, valorise le rôle et l'importance des universités et des écoles d'ingénieurs dans ces dispositifs tout au long de la vie. Alors permettre aussi à chaque établissement, là c'est le point de vue de l'établissement, c'est pas le vôtre, de développer des enseignements innovants, hein, qui correspondent à l'évolution technique. Par exemple le BIM pour les étudiants architectes, je crois que c'est quelque chose qui se développe actuellement dans vos enseignements, voilà. D'avoir également pour les établissements un rayonnement mondial et une politique de partenariat éducative forte.
et de délivrer également en e-learning des diplômes forts, accrédités, reconnus. Voilà, et permettre à chaque étudiant, donc là c'est plutôt le point de vue de l'individu, d'accéder aisément à l'offre formation existante. Alors quand je parle d'étudiant, c'est un étudiant déjà, je dirais, un actif qui a besoin de formation, d'accéder aisément à l'offre formation de n'importe où et n'importe quand en obtenant des diplômes valorisables. Alors déjà, l'offre formation en présentiel, enfin, lorsqu'on sort du bac, là, il y a déjà des dispositifs qui existent, hein, qui permettent de à peu près comprendre ce qui se passe. Bon, difficilement, hein, voilà. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, l'enseignement supérieur et enfin, le ministère de l'enseignement a fait des efforts et vous pouvez consulter un certain nombre d'offres. Alors c'est certainement pas bien fait, insuffisant, d'accord, mais des choses existent. Sur la formation continue, c'est beaucoup plus opaque. Un petit mot sur les organisations physiques. Là, je vais aller très vite, hein. J'ai l'impression que c'est moi qui fais monter la moyenne d'âge de la salle. Donc, le côté numérique, vous êtes rompu à l'utilisation de beaucoup de choses. Donc, d'abord, les nouveaux espaces dits tiers-lieux de coworking, etc. Donc, en tant qu'architecte, vous devez en savoir beaucoup plus que moi. On est un petit peu à la marge. Je l'ai cité ici parce que j'avais en face de moi des étudiants. En architecture, je ne voulais pas oublier quand même les locaux, les bâtiments, même si ce n'est pas la cible principale de mon intervention. Les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, tout le monde en a plein la bouche. Bon, très bien, donc ils excellent dans le côté communication, l'immédiateté. Je ne vais pas vous raconter ce que c'est qu'un réseau social, vous le savez mieux que moi. Les plateformes de MOOC, vous en avez évidemment entendu parler. Est-ce que parmi vous, certains ont suivi des formations sur un MOOC? Oui, alors là, il y a quand même quelques mains qui se lèvent, mais pas beaucoup d'ailleurs, hein, donc c'est un peu étonnant. Donc le MOOC, c'est quelque chose qui est apparu en 2012, hein, avec les premiers dispositifs produits par Coursera et par EDX. C'est pas voilà, bon, c'est très communicant, on va dire, un MOOC. Ça permet d'obtenir des formations souvent généralistes où il y a des milliers de personnes. C'est fait sans tutorat. Il y a l'idée du MOOC. Alors ça, là, je suis filmé, hein, bon, évidemment, je prends mes responsabilités. L'idée du MOOC, c'est un peu comme l'idée des journaux gratuits. Les journaux gratuits, c'est faire des journaux sans journalistes, en utilisant des dépêches qui sont reproductibles gratuitement. Donc tout le monde lit des journaux gratuits, donc on a un accès à l'information qui est ce qu'il est, quoi, enfin, de niveau de dépêche de presse. Et puis les MOOC, c'est aussi faire de l'enseignement sans enseignant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en boîte le cours, et bien après ça va tout tourner tout seul, avec éventuellement la participation des étudiants ensemble. Alors, en fait, c'est quand même ce qu'on appelle le connectivisme, c'est-à-dire la capacité des étudiants à acquérir collectivement de la connaissance, de la compétence, est une réalité. Je ne la conteste pas. Simplement, ça ne fait pas forcément tout dans toutes les matières. Donc ces plateformes MOOC, elles existent, elles sont très communicantes, elles sont très connues, elles fournissent des attestations de présence en général. Donc c'est un papier qui est assez faible quand on cherche un emploi. Je dirais que quand vous faites un CV, vous pouvez dire oui, j'ai fait des voyages, j'étais capitaine de mon équipe de foot quand j'étais cadet, etc. Ça montre votre leadership, etc. Vous pouvez dire que j'ai fait le MOOC Tartampion également. Ça montre que vous êtes un curieux, mais c'est pas forcément le truc qui va être décisif pour vous embaucher. Et après, derrière, il y a les plateformes d'enseignement tutoré qui sont des lieux numériques d'échange entre les étudiants et les tuteurs. Elles permettent de tutorat fort, hein, par un expert professeur, où là, le rôle de l'expert, contrairement aux plateformes de MOOC, c'est d'accompagner chaque étudiant. C'est d'accompagner chaque étudiant, de contextualiser un environnement de formation qui est forcément générique à chaque cas particulier, et de participer à l'évaluation du travail de chaque étudiant pour donner une note, par exemple, si nécessaire. Alors, il y avait une question, monsieur, dans le fond, je vous en prie. Alors tout à fait, je connais bien le cas de l'EPFL, je me suis rendu, je connais leurs locaux. Ils ont d'ailleurs basé, je fais une petite parenthèse assez rapide, la stratégie de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne est effectivement d'occuper le terrain en matière de numérique. Ils ont plusieurs locaux, des locaux magnifiques, d'ailleurs dont le centre Rolex qui a coûté
plusieurs millions d'euros à construire, financé par une marque de montres suisse, qui permet donc de produire des ressources et de les distribuer. Alors, ils en sont à la capacité de mettre des morceaux de MOOC à la place de CTS dans des formations d'ingénieurs. Mais si on a le temps, on pourra en reparler après. Je crois être en mesure de démontrer que si on veut faire une formation qui soit économiquement rentable et ne pas produire une formation très chère en sortie, il y a des moyens de pouvoir introduire du numérique dans des parcours formation d'étudiants, par exemple en école d'ingénieur, qui soient moins chers, et je vous dirai pourquoi, que d'introduire des morceaux de MOOC à l'intérieur d'un parcours formation. Donc, on prend rendez-vous pour tout à l'heure. Donc voilà les organisations du numérique, telles qu'on peut aujourd'hui les voir à grands traits. Hein. Les impacts potentiels du numérique. Alors, on peut envisager des évolutions douces. Par exemple, favoriser les échanges entre étudiants dans les espaces physiques comme de coworking, faire évoluer la pédagogie, la fameuse pédagogie dont les enseignants ont évidemment plein la bouche, en rendant les cours plus interactifs. Alors c'est vrai que il y a toujours des progrès à faire dans ce domaine où on mettait en œuvre des pédagogies innovantes comme les classes inversées. Est-ce que vous avez déjà suivi un cours en classe inversée? Vous voyez ce que c'est une classe inversée? Voilà. Alors je ne suis pas sûr que moi d'avoir toute une scolarité en classe inversée, ça ne soit pas monstrueusement fatigant. Mais en tout cas, un cours en classe inversée de temps en temps, ça peut effectivement être très très utile pour motiver les gens. Organiser des stages numériques internationaux. Hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Il y a 30 ans, 40 ans, enfin quand j'étais étudiant, en gros, il y avait le prof qui causait, après il y avait un exercice d'application, et on était noté, voilà. Et on passait au cas suivant. Après, il y a eu les stages individuels en entreprise. Il y a eu, vous avez vécu ça, les stages individuels, les stages de groupe. Vous avez un groupe d'étudiants doit réaliser un travail, ça apprend à communiquer ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école d'ingénieurs en France qui organise des parcours sans rendre obligatoire un stage à l'étranger. Donc le stage à l'étranger, il a d'autres vertus. Il permet à l'étudiant de travailler dans une autre langue, de se débrouiller un petit peu dans un autre pays, donc ça le sort un petit peu des jupons de sa mère, hein, comme on dit. Hein, donc ça, c'est positif. Aujourd'hui, quels sont les besoins des entreprises? Les besoins des entreprises, notamment les grosses, comme Airbus, qui procèdent par... ils ont un accroissement par acquisition externe. Donc quand Airbus achète une boîte en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne, ce sont souvent des entreprises de plusieurs centaines de personnes. Il faut que ces gens-là deviennent des employés Airbus assez rapidement. Donc la formation est un des moyens de pouvoir intégrer ces gens dans l'entreprise. Puis il y a la capacité à travailler ensemble. Les cabinets d'architectes travaillent avec des entreprises de construction autour de la maquette numérique du bâtiment, par exemple. Donc il faut apprendre à travailler sur une maquette numérique avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Et ça implique de développer un certain nombre de soft skills. Alors j'utilise assez peu de mots anglais dans mon discours, mais parce que souvent dans le numérique, on en est absolument envahi. Je trouve ça assez désagréable. Mais ces compétences, numériques, autour par exemple de la gestion du temps, aussi de la sécurité, hein, savoir quel type de données on peut échanger, y compris avec des partenaires. Ce sont des compétences importantes qui doivent être développées. Aujourd'hui, elles ne sont pas enseignées, elles ne sont pas testées et donc pas évaluées dans les écoles d'ingénieurs. Je sais que demain c'est dans très peu de temps, dans très peu de mois, les entreprises vont être sensibles au fait d'accueillir dans leur structure des élèves dont les compétences sur ces domaines-là ont été validées et évaluées. Alors, les évolutions marquées. Donc ça, bon, ça fait le lien. Rendre possible la formation efficace et universelle tout au long de la vie. Ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. C'est un enjeu plus politique. C'est pas technique, c'est politique. Hein. Réactiver les processus de VAE. Donc, vous savez ce que c'est que la VAE? Validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que, voilà, vous n'arrêtez pas d'apprendre une fois que vous êtes diplômé de votre scolarité. Vous apprenez toute votre vie et c'est intéressant parfois de valider ces diplômes par la VAE. Je dirai pourquoi en conclusion. Donc les diplômes de la deuxième chance, mais pas que. Hein. Deuxième chance, ça fait un peu péjoratif, je trouve. J'ai pas trouvé de mots plus malin quand j'ai fait le PowerPoint. Diminuer les coûts de montage de formation par la collaboration entre établissements, tout en générant des ressources en formation continue pour l'université et les grandes écoles. Ça fait référence à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 14 milliards de la formation continue par an en France.
produire des formations pluridisciplinaires ou interdisciplinaires d'ailleurs, grâce à la collaboration de ces établissements. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de commencer à faire, hein, très modestement, mais de manière très concrète, entre l'école NSAVT et puis le NSG et d'autres aussi. Et puis jouer un rôle international, notamment pour la francophonie, et notamment en étant capable de produire des formations entièrement à distance sur plateforme avec un tutorat fort. Alors ça, c'est pas de la science-fiction, ça c'est une petite carte. Ça c'est la carte d'où viennent les étudiants sur des formations entièrement à distance de l'ENSG. Donc j'ai monté depuis une dizaine d'années des dispositifs avec beaucoup de partenaires. J'ai des partenaires, j'étais il y a 2 jours à Douala au Cameroun, hein, dont je suis rentré dans la nuit de dimanche à lundi, où on a monté des M2 qui sont très largement, enfin 80% à distance, ce qui permet de former des gens dans toute l'Afrique francophone. Les défauts que je faisais observer sur la formation continue en France ne sont pas transposables en Afrique, parce que je veux dire, pour faire un peu simple, un peu caricatural, mais pour être bien compris, en Afrique, la formation continue, il n'y en a pas. Hein, voilà. Donc, globalement, c'est un vrai sujet. Donc, dès lors que vous montez une formation entièrement à distance, eh bien, vous ne parlez pas aux étudiants de votre territoire, de votre département, de votre région. Vous avez une dimension forcément internationale. Ça implique un certain nombre d'outils de communication, mais voilà. Alors, je terminerai presque avec ce dernier slide, puis une conclusion. Le numérique doit transformer l'enseignement et organiser son organisation, ses résultats. Donc on retrouve, formé à distance avec plateforme, avec tutorat fort, on retrouve en bas un certain nombre de choses que vous aviez vues précédemment. On a toujours des étudiants avec des prérequis en entrée et puis des étudiants formés et diplômés en sortie. Simplement, les formations qui existent, eh bien aujourd'hui, en France, grâce aux évolutions des éléments de doctrine de la conférence des grandes écoles, on peut avoir des Masters of Science, des MSc, des masters spécialisés, des certificats. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les badges ou les CQC. Il y a un certain nombre de dispositifs sur des formations en 150 heures qui sont possibles. Et peut-être, je suis même sûr que certains d'entre vous en bénéficieront tout au long de leur vie, même si vous ne les connaissez pas encore. C'est quand même intéressant. On peut agir aussi en contrainte sur l'accessibilité, des gens qui sont très isolés, sur des personnes à mobilité réduite qui peuvent difficilement se déplacer. Et puis vous verrez plus tard, quand vous aurez pris quelques années, quand on a entre 35 et 45 ans, qu'on a une vie de famille, des enfants par exemple, ça peut arriver à des tas de gens très bien, eh bien c'est difficile de partir 2 jours par semaine pendant 4 mois pour aller se former dans une autre ville que la sienne. Hein, voilà. Donc l'indisponibilité, c'est pas forcément des gens qui sont à mobilité réduite. La disponibilité temporelle, on a aussi des gens qui se forment et qui sont à Paris, mais simplement ils se forment le soir, le week-end, pendant des congés, donc toutes sortes de... Et bien sûr, le moyen, c'est le modèle économique. Pour faire très simple, je pense que de la formation à distance bien construite coûte à l'achat pour l'étudiant moitié moins cher que la formation en présentiel. Et ça, c'est le coût d'acquisition des droits de formation, et derrière, vous n'avez pas les transports, les temps perdus en transport, les perdièmes, etc., qui viennent renforcer ça. Alors en conclusion, le but du jeu, la capacité d'innovation d'un pays est directement corrélée avec le nombre d'étudiants formés, plutôt bien formés. Ça peut vous surprendre. Bon, en France, je ne sais pas, il y a combien? Il y a 850 000 naissances par an à peu près. Voilà. On pourrait se dire qu'avec 1 millième de gens bien formés, 800, ça serait donc très bien. On prend Normal Sup, l'X, les mines, etc. Ça va être très bien, on va pouvoir innover avec ces gens-là. Ben non, c'est faux. Il est démontré que la capacité d'innovation d'un groupe dépend du nombre de personnes de ce groupe et pas forcément de l'excellence académique des meilleurs de ce groupe. Parce que l'innovation, elle peut partir de n'importe où. Elle peut partir de vous. Voilà, n'importe qui. Donc, il est important pour un pays de maximiser le nombre de gens bien formés. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est un des paramètres les plus puissants de la compétitivité d'une entreprise ou d'une nation. Et sans innovation, la compétitivité reste possible. Mais dans ce cas-là, c'est une compétitivité de deuxième classe. C'est une compétitivité qui s'appuie sur une politique d'offre à bas prix. Et si on est obligé d'être compétitif en baissant les prix, sans innover, alors il y a un seul levier ou presque, c'est d'agir sur les salaires. Et une société qui globalement ne forme pas, n'innove pas, qui reste compétitive avec des bas salaires, est une société qui régresse parce que cette politique pèse obligatoirement sur les salaires à la baisse et appauvrit la société. Donc pour toutes ces raisons, c'est ce que j'ai mis un peu en conclusion, un conseil, veiller à ce que le numérique dans l'enseignement
ne soit pas un avantage pour les autres, hein, voilà, et soit un handicap pour vous. Donc, en conclusion, soyez raisonnables, exigez la disruption numérique et l'enseignement dans l'enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie. Donc, la mise en œuvre dans vos établissements et donc dans le domaine de l'architecture d'une politique de formation professionnelle, efficace, pas chère, numérique, dont vous puissiez bénéficier là où vous serez, quand vous serez en situation professionnelle. Voilà, je vous remercie.